Les conférences du Figaro étudiant. Merci d'être venu sur le salon du Figaro étudiant. Je m'appelle Paul-Henri Wallet, je suis journaliste au Figaro étudiant. Et donc nous sommes ici pour parler des études courtes, des BTS, des bachelors, des BUT aussi. J'ai deux invités pour aborder ces questions ce matin. Monsieur David Hébert de l'IUT, du BUT plutôt, de Villetaneuse, et monsieur Pierre Mendes de l'EPMT. Les laisser se présenter un petit peu, enfin leur faire une présentation un peu plus détaillée de leur formation, et puis ensuite on pourra comparer ces différents cursus pour en savoir un peu plus. Alors, monsieur, peut-être si vous voulez commencer. Très bien. Bonjour à tous, bienvenue. Samedi matin, on est venu se renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans la suite, très bien. Donc je suis David Hébert, je suis à l'IUT de Villetaneuse. Alors je vais pas vous parler forcément de l'IUT de Villetaneuse, je vais vous parler de l'IUT en général. Alors peut-être déjà pour préciser, IUT, ça veut dire Institut Universitaire de Technologie. Et dans un IUT, on prépare un diplôme qui s'appelle le BUT, le Bachelor Universitaire Technologie. Alors faites attention, depuis 2 ans, on a été réformé. Avant, on s'appelait un DUT, un Diplôme Universitaire Technologie. C'était une formation en 2 ans. Maintenant, on est passé en formation en 3 ans. Donc ça s'appelle un BUT. Alors je vais rapidement, après on échangera, mais donc il y a environ 140 IUT dans toute la France. Et il y a une quarantaine de formations différentes qui sont proposées. Donc vous aimez les maths, il y a un BUT si vous voulez faire des maths, avec un objectif professionnel, faire de la data science, de l'intelligence artificielle, du big data, etc. Vous aimez le droit, il y a un BUT de carrière juridique, encore une fois avec une coloration professionnelle, avec des stages, avec de l'apprentissage, etc. Vous aimez la cybersécurité, vous avez un BUT en cybersécurité. Enfin bref, quel que soit l'aspect des études que vous menez qui vous plaît, vous allez pouvoir trouver un BUT qui va pouvoir vous former dans ce métier-là, avec une coloration professionnelle. L'étiquette de vente des IUT, c'est qu'on vous forme en 3 ans à un métier. Alors c'est pas que ça, c'est pas qu'un métier. Donc c'est une étude courte, 3 années, même si on peut un peu débattre sur est-ce que c'est court ou pas. Mais à l'issue de ça, vous pourrez directement vous mettre sur le marché du travail en fonction de la spécialité que vous appréciez. Ou alors, en fonction de vos résultats et de ce qui est possible, vous pourrez faire une poursuite d'études. Mais ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Alors, monsieur Pierre Mendes, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre formation? Donc vous, à l'EPMT, vous proposez des BTS notamment. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Pierre Mendes, directeur des relations entreprises de l'EPMT, l'École de Paris des métiers de la table. Et c'est un CFA qui est juste à côté, derrière la rue. Vous traversez la rue, vous êtes chez nous. Et nous formons sur des BTS Management Hôtel et Restauration, en licence professionnelle, bien évidemment, à l'issue du BTS, et suivi d'un master. Tout cela en alternance. Et pour chaque step, vous avez une formation de 2 ans après le bac, encore une fois, 1 année avec la licence et 2 ans juste après la licence. Donc à chaque fois, vous avez des steps de 2-1 et 2 années d'études. Et en parallèle, nous avons également un bachelor en management à l'international qui se fait également dès la rentrée prochaine avec 3 ans d'études après le bac. Et l'avantage de ce bachelor, c'est qu'il est vraiment à l'international, avec des études faites en français et en anglais et en full English la seconde année, et avec un déplacement et un stage à l'international au Canada, en Espagne ou en Italie. Merci. Alors, peut-être pour commencer, je pense que c'est important d'essayer de différencier toutes ces formations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un BTS et un BUT? Absolument. Alors, différence entre un BTS et un BUT. Première chose, BTS, ça veut dire brevet de technicien supérieur. C'est une formation en 2 ans qui se déroule en général dans les lycées. Et à l'issue de ces formations, en général, les étudiants s'arrêtent au bout de 2 années et se lancent sur le marché du travail. Donc le BTS forme vraiment des techniciens qui vont aller ensuite enseigner. Il y a des BTS, encore une fois, comme les BUT, il y a des BTS qui ont exactement la coloration que vous voulez faire. Vous aimez le réseau, il y a un BTS qui s'appelle SNIR, Système numérique, informatique et réseau, qui vous forme au métier du réseau pour tout de suite après aller travailler. Alors bien sûr, il y a des BTS qui font des poursuites d'études. Il faut être bon, il faut avoir des bons résultats. Les BTS se déroulent dans des lycées. Et les BTS, même s'il y a du contrôle continu, il y a un examen final. Les BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, sont des formations en 3 ans
sont des diplômes qui sont reconnus par l'État. Donc, c'est-à-dire si vous faites un BUT à Ville-d'Avray, c'est pareil que si vous faisiez un BUT à Villetaneuse, que c'est pareil que si vous faisiez un BUT à l'IUT Paul Sabatier dans le Sud, peu importe. Donc, c'est des diplômes nationaux qui sont en général rattachés à des universités et ce sont des formations en 3 ans. Les BTS, comme les BUT, ont quand même des points communs. Premièrement, ce sont des formations professionnalisantes. Par exemple, moi j'enseigne dans un BUT de data science. On fait pas des cours de maths absolument ignobles où aucun étudiant comprend et il se passe rien. Les cours de maths, c'est des cours de maths orientés pour faire de l'analyse de données, orientés pour essayer de comprendre comment fonctionne une intelligence artificielle. Même s'il y a des concepts mathématiques, très très vite on va dans l'ordinateur parce que c'est la machine qui fait les calculs et le but c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce sont des formations professionnalisantes. On vous apprend un métier. C'est pour ça que, en général, on les assimile à des études courtes. Vous sortez du bac, vous faites votre formation, vous vous formez à un métier et vous allez sur le marché du travail. Bien sûr, le BTS comme le BUT, en fonction de vos résultats, vous pouvez ensuite poursuivre, faire des masters, des écoles d'ingénieurs, etc., en fonction de ce qui vous plaît. L'intérêt de ce type de formation, c'est que c'est pas découvrir un métier sur les bancs de la fac et se dire voilà, qu'est-ce que ça peut être. Nécessairement, que ça soit BTS ou IUT, vous allez, parce que c'est écrit dans le programme, hein, les BUT, ils ont un programme national. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose qui a été écrite par l'État, qu'on est obligé de respecter pour pouvoir délivrer ce diplôme. C'est écrit dans le programme. Il y a l'obligation de faire un stage. Et si c'est pas un stage, c'est peut-être même 2 stages. Et si c'est pas 2 stages, des fois c'est même 3 stages, ça dépend des formations. Et il y a même la possibilité de le faire en apprentissage, en entreprise, directement, pour se former à un métier. Et c'est pareil pour les BTS, où il y a aussi la voie de l'apprentissage. Alors, Pierre Mendès, je ne sais pas si vous voulez compléter sur cette même question, différence BTS, BUT, notamment sur la question de savoir est-ce que tous les BTS sont rattachés à des lycées ou Alors, les BTS sont rattachés à des lycées, comme dit mon collègue, mais aussi rattachés à des CFA, des centres de formation pour apprentis, ce qui est notre cas. Donc, comme disait mon collègue, effectivement, c'est un diplôme qui est destiné à être, qui a comme pour objectif de rentrer directement sur le marché du travail. Et en plus, vous êtes en plein dans le cœur du métier, puisqu'en alternance, dès le départ, vous êtes inséré professionnellement grâce à un contrat d'apprentissage, donc salarié et apprenti, et vous faites exactement les mêmes tâches qu'un salarié normal, sauf que vous êtes rémunéré pour vos études. Donc il n'y a pas que les lycées professionnels, c'est une très bonne chose, et vous avez également les CFA. Donc c'est à vous de voir le format qui vous convient le mieux. La finalité est exactement la même reconnaissance au niveau de l'État, il n'y a pas de souci. C'est exactement le même diplôme, les mêmes épreuves. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Soit l'alternance, et vous êtes en plein cœur du métier dès le départ en alternance, soit en lycée professionnel avec les stages que vous avez en fin d'études, en fin d'année. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? N'hésitez pas à intervenir à tout moment de la conférence si vous voulez. Ouais. Alors on va vous faire passer les micros. Bonjour. J'ai cru comprendre qu'il y avait plus de places réservées. Vous entendez pas? D'accord. J'ai cru comprendre qu'entre BUT et BTS, il y avait plus de places réservées au STM. Si vous aviez un avis sur le sujet. Alors, j'ai pire qu'un avis. J'ai un arrêté gouvernemental qui dit que les BUT ont l'obligation de recruter 50% de bac techno. C'est une obligation, on n'a pas le choix, on doit la respecter. Donc dans Parcoursup, quand les étudiants s'inscrivent, quand nous on reçoit le fichier dans Parcoursup, on a un fichier bien particulier pour les bacs généraux et un fichier pour les bacs technologiques. Après, en fonction des spécialités que l'étudiant veut choisir, il y a parce que les BUT sont des filières sélectives, donc il y a des critères de sélection. Par exemple, moi, en data science, je vais recruter 50% de STI 2D. Je vais pas prendre de STMG. Mais il y a des formations comme GEA, gestion des entreprises et administration. Bah, c'est la suite classique de STMG, management, donc c'est la suite classique. En GEA, ils vont recruter 50% principalement de STMG. Donc tout dépend des formations, mais on a une obligation légale de recruter 50% de nos effectifs en bac technologique. Bonjour. À propos des bacs professionnels et l'accès à ces 2 formations, est-ce que c'est la même chose que pour les bacs technologiques ou c'est encore à part? Alors, pour les bacs pro, à ma connaissance, en BUT, on en recrute très peu. C'est vraiment ceux qui ont des résultats plus qu'exceptionnels. Il ne faut pas non seulement être premier de la promo, il faut être premier de la promo de loin. Pour les BTS, alors je connais
pas vraiment les critères de sélection, ça dépend des BTS, mais en général, quand on fait un bac pro et qu'on veut poursuivre, si on fait un bac pro, je connais pas trop les types de, enfin bref, des trucs un peu spécialisés et qu'ensuite on va faire un BTS dans la même spécialité, il me semble que c'est plus naturel. Oui, effectivement, je vais reprendre la suite parce que nous formons également en bac professionnel. À partir du moment où vous êtes dans la même filière, la suite logique, c'est le BTS. Donc, après un bac professionnel, vous avez la suite logique qui est le BTS. Après, ça dépend des conseils de classe de l'établissement, quel que soit l'établissement, mais c'est exactement la suite logique. Il n'y a pas de quota, et surtout si c'est en alternance. Donc, voilà. Bonjour, excusez-moi. Je voulais juste savoir, quand vous parlez d'alternance, on parle du BTS ou du BUT ou des deux? Est-ce que vous pouvez approcher le micro parce qu'on n'entend pas bien votre question? C'est les deux, ouais. Excusez-moi. Quand on parle d'alternance, est-ce qu'on parle du BTS, du BUT ou des deux? Alors, ce sont les deux. Hein. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure, quelle que soit la poursuite d'études, notamment en BTS, vous avez le choix, soit en alternance ou pas du tout en alternance. Qui est le cas, après, tu pourras reprendre toi, pour le BUT. Mais en tout cas, vous avez les deux choix possibles. Et les BTS comme les BUT ont des spécificités pour l'alternance. Par exemple, en BUT, on a des formations qui vont proposer l'alternance dès la première année. C'est-à-dire que quand vous vous inscrirez dans Parcoursup, il faudra choisir un BUT GEA, par exemple, en alternance. Mais il y a des filières qui ne proposent pas l'alternance en première année, mais la proposent à partir de la deuxième année. L'explication, c'est qu'on veut d'abord former nos étudiants qui aient des vraies bases solides pour ensuite les envoyer. Donc il faut se renseigner. Chaque BTS a sa manière de fonctionner, chaque BUT a sa manière de fonctionner. La seule chose pour être sûr, c'est de fouiller un petit peu les écoles autour de chez vous et d'aller voir les journées portes ouvertes ou regarder leur site. Là, ils vous racontent tout exactement comment ça se passe. Merci. Moi, j'avais une question sur la poursuite d'études. Comment ça se passe après un BTS, après un BUT, si l'étudiant décide de poursuivre ses études? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a besoin de demander des équivalences ou pas forcément? Alors, d'expérience, donc moi j'enseigne à l'IUT de Villetaneuse, j'enseigne au département informatique, réseau et télécom et sciences des données. Ça va faire 10 ans que j'y suis et je n'ai vu pour l'instant qu'un seul étudiant qui a dit « après mon formation, je m'arrête ». Ils ont tous continué. Justement, je rebondis, tous ceux qui ont fait de l'apprentissage, ils ont tous continué en apprentissage. Donc la poursuite d'études, elle est presque naturelle pour les BUT, les ex-DUT aussi. Comment ça se passe pour faire cette poursuite d'études? Nous, on les forme. Donc nous, on a nos étudiants, ils arrivent, on leur garantit des compétences et un diplôme à la fin. Pour faire cette poursuite d'études ensuite, c'est l'étudiant qui doit aller chercher son école et voir si l'école va l'accepter. Par exemple, à l'IUT de Villetaneuse, donc on est rattaché à l'université Sorbonne Paris-Nord, et dans cette université, il y a un département de droit où on forme des magistrats, etc. Et on a aussi un BUT de carrière juridique. Il y a un accord qui s'est fait avec le doyen de l'UFR de droit, qui a été de dire, si vos étudiants ils sortent de votre BUT avec telle ou telle moyenne, on les prend en deuxième ou en troisième année, hein, tout dépend après des résultats, etc. Donc comment ça se passe la poursuite d'études? C'est possible, mais encore une fois, c'est à la carte en fonction de la motivation de l'étudiant, de son profil. En général, les étudiants qui ont fait de l'apprentissage, les portes s'ouvrent beaucoup plus pour la poursuite d'études parce que l'expérience professionnelle est un vrai plus sur un CV et ça dépend aussi des résultats de l'étudiant. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est possible, mais ça dépend surtout de l'étudiant et du parcours qu'il va se donner pendant sa formation. Oui, effectivement, la poursuite d'études, et je reprends encore une fois les termes de mon collègue, elle est presque naturelle. À partir du moment où vous faites un BTS, vous avez plusieurs choix possibles, comme je disais tout à l'heure, soit une licence professionnelle, ou alors même un bachelor. Vous pouvez faire une passerelle aussi après un BTS et faire un bachelor non plus en 3 ans mais en 2 ans. Tout cela est possible. Et ce qui est intéressant selon les filières, c'est que c'est encore une fois la motivation du jeune, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi un choix d'ascenseur social. Plus vous avez des diplômes supérieurs, plus vous avez un plafond de verre qui s'éclate finalement. Et en plus, en apprentissage, alors ça c'est vraiment l'avantage de l'apprentissage, c'est qu'à moins de 30 ans, vous avez déjà des postes opérationnels, managériaux et support. Et cela grâce aux études supérieures. Donc déjà, dès le BTS, la licence et le bachelor, la poursuite d'études est intéressante parce que vous éclatez ce plafond de verre. Première chose. Deuxième chose, c'est surtout que au niveau des modules, eh bien, vous avez des modules hyper intéressants qui concernent donc
ça dépend des filières, mais en tout cas, elles sont souvent, il y a toujours souvent des points communs. Mais en tout cas, il y a le module RSE, managérial, ressources humaines, gestion également, qui permet justement de grandir et d'avoir des postes managériaux par la suite. Est-ce que vous pouvez nous donner la part de vos étudiants en BTS qui poursuivent leurs études? On a plus de 75%. Hein. Et il y en a même qui font une pause et qui reviennent l'année d'après. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires pour des alternances avec... On n'entend pas bien. Si vous pouvez approcher le micro. Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires avec les BUT et les BTS qui proposent des alternances? Oui, effectivement, nous avons des entreprises partenaires. En ce qui nous concerne, on a plus de 1000 entreprises partenaires sur la partie hôtel-restauration et alimentation, que ce soit soit de l'artisanat, mais aussi des grands groupes hôteliers, en passant sur des hôtels 1, 2, 3, 4 étoiles, même jusqu'au Palace, groupes de restauration collective et commerciale. On a tout type de restaurants et d'hôtels qui permet de s'adapter au profil de l'apprenti. Ce qui nous permet, lorsqu'on les accompagne, parce que nous, on les accompagne sur les placements d'entreprise, de brosser le profil de l'élève pour qu'il corresponde parfaitement à la fiche de poste de l'établissement d'accueil. Bonjour. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le BUT, il y avait des places réservées pour les STMG. Est-ce que c'est le cas aussi pour les BTS ? Et quelle est la vraie différence entre un BUT et un BTS ? Alors, les différences entre un BUT et un BTS, le BTS est en 2 ans avec un examen à la fin, le BUT est en 3 ans avec du contrôle continu, il n'y a pas d'examen terminal, les BTS sont dans les lycées, les BUT sont dans les universités. Les deux, on prépare à des métiers de la même manière, enfin voilà, tout marche pareil. Après, sur la proportion de STMG, ça dépend de la formation dans laquelle vous postulez. C'est vraiment à la carte. Donc, par exemple, je peux vous dire qu'en GEA, gestion des entreprises et administration, comme c'est la suite un peu classique de faire du management de STMG, il y a 50% de STMG et je peux vous garantir que cette année, j'ai 0% de STMG en data science. Par contre, j'ai des STI 2D. Donc, j'ai l'arrêté qui nous fait fonctionner, il nous dit qu'il faut 50% de bac techno, parmi tous les bacs techno qui existent. Après, ça dépend de la formation dans laquelle vous allez postuler. Retenez juste une chose pour le BTS, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de conférence, c'est que le BTS a une insertion professionnelle vraiment aiguë. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, le choix du diplôme est en fonction de vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on a l'habitude de croiser les jeunes au quotidien et ça, c'est vraiment une chose qu'on apprécie. Et ça depuis quelques années, c'est que les jeunes de 18-20 ans ont une source entrepreneuriale vraiment marquée au corps, chevillée au corps. Et ça, c'est vraiment formidable. Les études le prouvent, hein. C'est dans l'air du temps. Et le BTS, comme le BUT, hein, de toute façon, hein, ça répond aux attentes des jeunes. Bonjour. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'à la sortie d'un BUT, IUT ou BTS, quelle est la chance d'un élève s'il arrête, de trouver du travail assez facilement? Est-ce que vous pouvez répéter la question un petit peu plus fort, s'il vous plaît? À la sortie d'un BUT ou un IUT ou un BTS, la chance d'un élève, s'il arrête, sera assez facile de trouver du travail ou pas, ou faut vraiment pousser plus loin? Alors, si j'ai bien compris, c'est si jamais il arrête, quel est son pourcentage de chance? S'il arrête après le BTS, par exemple. Alors, pour entrer dans la vie active, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, c'est très simple. Encore une fois, ils sont vraiment insérés dans la vie professionnelle dès le départ, surtout s'ils sont en alternance. C'est un brevet technicien supérieur, donc il a une spécificité au niveau du travail, donc il peut se vendre au niveau du marché de l'emploi, il n'y a pas de souci. Et nous, on a plus de 80% de taux d'insertion dans les 6 mois qui suivent l'obtention de BTS. C'est énorme. C'est énorme. Après, vous avez des secteurs d'activité qui sont, je dirais, en tension et qui recrutent à tour de bras, ne serait-ce que pour l'hôtellerie-restauration. Donc, le taux d'insertion, il est plus élevé que 80%. Il approche des 95%. OK ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un seul exemple d'un étudiant qui s'est arrêté et qui ensuite s'est lancé dans le marché du travail et il a trouvé tout de suite. En général, quand on sort d'un IUT ou d'un BTS, on est avec un niveau bac+2 ou bac+3. Et en fait, quand on cherche du travail, on va trouver plus vite que si on avait fait une poursuite d'études, pour la simple et bonne raison que quand on sort, comme on est à un niveau 2 ou niveau 3 après le bac, les entreprises payent moins cher quelqu'un qui est pas trop qualifié. Donc du coup, elles vont rechercher, elles vont avoir plus tendance à recruter ce type de profil-là de gens qui sont tout de suite opérationnels et qui vont pas coûter cher parce qu'ils sortent, c'est pas des ingénieurs, quoi. Et alors justement, je la prendrai peut-être juste après du coup. On va être recruté plus facilement, mais est-ce que derrière, on va quand même pouvoir avoir des perspectives d'évolution sur sa carrière qui vont être similaires à quelqu'un qui aurait poursuivi jusqu'au master, ou on va rester de toute façon un peu en dessous du début à la fin? Pour les étudiants qui s'arrêteraient tout de suite et qui se lanceraient sur le marché du travail, effectivement, on pourrait se dire, je suis sorti, j'ai un niveau BTS, mon dernier diplôme c'est un BTS, et puis je vais travailler en entreprise, je vais gagner en compétences, finalement je vais faire le même travail qu'un ingénieur, mais je vais pas avoir la même paye. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une évolution? Par exemple, dans les IUT, comme je pense dans certains lycées, on offre la VAE, la validation des acquis en entreprise, ou la VAP, la validation des apprentissages professionnel. Et donc du coup, on peut accompagner l'étudiant qui a, en plus de son diplôme, eu quelques années d'expérience en entreprise pour pouvoir ensuite valider un diplôme sur simplement ses compétences. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, le BTS, il est rattaché donc au lycée et BUT rattaché à l'université. Ça veut dire que quand on fait un BUT, les cours, concrètement, physiquement, se passent à la fac? Alors, une université, c'est un peu compliqué. Une université, c'est divisé en ce qu'on appelle des unités de formation et de recherche, des UFR, ou des composantes, si vous voulez. Il y a des composantes. Il y a la composante de lettres, où il y a des cours de lettres qui sont faits, la composante de droit, où il y a des cours de droit, et il y a une composante à part, qui est un IUT. Donc, les cours à l'IUT sont rattachés administrativement, budgétairement, à une université, mais se déroulent dans leurs composantes. Ok, ça veut dire que le cadre, c'est vraiment école, plus que c'est faculté. vraiment école. Par exemple, nous, à Villetaneuse, on a fait un choix, on fait très très peu d'amphis. On a des amphis, c'est plus simple, puis le budget, patati patata, mais globalement, c'est des groupes de 30, avec un délégué, avec un conseil de classe, et avec le prof principal, on appelle ça un directeur des études, qui vient mettre des claques dans la tête des étudiants qui bosseraient pas. Bon voilà, c'est ça, mais c'est suivi, c'est pas, il y a pas la liberté qu'on a à la fac, quoi, pour les élèves qui ont besoin d'un cadre en fait. L'assiduité, pour nous, c'est un critère, c'est un critère de sélection. Hein. Premièrement, moi, quand je suis de l'autre côté de Parcoursup, donc juste pour la petite information, hein, quand on est de l'autre côté de Parcoursup, je reçois toutes les informations des étudiants depuis qu'ils sont en première. Les appréciations des profs, le nombre de retards, le nombre d'absences justifiées, le nombre d'absences non justifiées, etc. Quand je recrute de l'autre côté, la première chose que je regarde, c'est est-ce que l'élève est assidu, parce que j'ai besoin qu'il soit là. Ce qu'on fait aussi chez nous en local, chaque IUT a son méthode de fonctionnement, c'est qu'au bout de 6 demi-journées d'absence, quand un étudiant est absent, donc 6 demi-journées, on lui envoie un courrier recommandé pour être sûr que papa, maman soient au courant qu'il sèche. On lui voit un courrier recommandé à la maison pour être sûr que qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que t'as pas justifié. Donc il y a un vrai suivi. On suit nos étudiants. On est des filières qui sont sélectives. On sélectionne. Une fois qu'on a sélectionné, c'est pas merci, au revoir. On fait attention pour que les étudiants restent là. À titre d'exemple, le chiffre va faire peur. Je vais faire peur, mais n'ayez pas peur. Je vais vous raconter après pourquoi il faut pas avoir peur. En data science, par exemple, en première année, j'ai 60 places. J'ai eu plus de 900 candidatures. Ah, ça veut dire que j'ai aucune chance. Et c'est pareil dans les autres formations. En carrière juridique, ils avaient 140 places, ils avaient 6000 candidatures. Ça pourrait faire extrêmement peur. Mais après, on en parlera plus tard si vous voulez sur les critères de sélection et comment valoriser son dossier et comment ça se fait qu'il y en a autant. Mais comme on sélectionne nos étudiants, une fois qu'ils sont là, on fait super attention qu'ils restent là jusqu'au bout. Il y a des projets pour les suivre. Il y a un délégué qui est là. On fait des conseils de classe. On met des avertissements et des félicitations. Enfin, on fait la vraie suite presque connecté à l'ambiance lycée. Donc on fait super attention à ce genre de choses parce que sur cette foultitude de gens qui ont candidaté, on vous a choisi. Et si on vous a choisi, c'est pas pour vous abandonner après le jour 1 de la rentrée. Ok, merci. Ça répond bien à la question. Et une autre question, c'est quand il y a des stages qui sont effectués, est-ce que ces stages peuvent, en fonction des BTS ou BUT choisis, être à l'étranger?
En fait, c'est sur l'étranger, le fait de pouvoir travailler à l'étranger. Oui, alors comme on est rattaché à des composantes de l'université, on a tout le mécanisme Erasmus, Erasmus+, Erasmus international, donc on a tout ça qui marche quand même. Donc déjà, il y a la possibilité de faire une partie de sa formation à l'étranger. On a envoyé des étudiants, donc nous on a un partenariat avec une université au Québec, à Matane. On envoie les étudiants un semestre suivre des cours déjà pour commencer. Et comme ils sont à Matane au Québec, ils trouvent un stage au Québec, ils font leur stage au Québec et ils reviennent en septembre, ils ont validé et tout s'est bien passé. Et même un étudiant qui fait sa formation à Villetaneuse ou n'importe où en France, qui dit « Ah, j'ai trouvé un stage à Hanoï », je dis ça parce qu'il y a 3 ans, on a un étudiant qui est parti à Hanoï faire son stage. Il a fait son stage à l'étranger, à Hanoï. Alors bien sûr, il faut le niveau d'anglais, il faut que le stage soit validé. Grosso modo, moi par exemple, c'était en informatique. L'étudiant qui va remplacer des cartouches d'encre, je vais pas valider le stage. L'étudiant qui va te faire un développement d'un logiciel quelconque, on va valider et va à l'étranger. Et bien évidemment, on l'accompagne sur les papiers, sur trouver un logement, même il y a des petites enveloppes qui sont là pour accompagner le billet d'avion, le machin, etc. Donc il y a un accompagnement. Donc comme on est rattaché à une université, faire ses études, une partie de ses études ou son stage professionnel à l'étranger, c'est possible. La seule chose qui n'est pas possible, c'est de faire son apprentissage à l'étranger. Parce qu'on est rattaché à la France, il faut faire en sorte qu'il y ait machin, etc. Alors oui, pour rebondir sur la mobilité internationale, nous avons 2 formations, une en BTS, une en bachelor, dédiée à la mobilité internationale et qui fait le plein et qui a un grand succès puisque les voyages forment la jeunesse, l'étranger attire également la jeunesse, ce qui est normal, et surtout dans notre corps de métier, c'est-à-dire que dans l'hôtellerie et la restauration, bien souvent vous avez une carrière à l'international, puisque l'aura de la France et de la gastronomie et de l'hôtellerie à l'étranger a déjà fait ses preuves depuis un bon moment. Donc en ce qui concerne notre BTS, on a plusieurs BTS avec le même programme, bien évidemment, avec des options différentes. Et nous avons un BTS qui fait le plein chaque année, qui est sous le sceau du programme Erasmus+. Et dès la première année, vous avez un stage à l'étranger, que ce soit en Italie, en Espagne, en tout cas, il faut que ça reste dans l'Union européenne, et vous êtes détaché de votre contrat d'apprentissage au sein de votre établissement. Le contrat est suspendu entre 15 jours et 3 mois, et vous êtes logé et accompagné justement pour trouver un stage et un logement à l'étranger. On a l'exemple d'un jeune qui est parti 3 mois au Baléares l'année dernière. Il est revenu totalement bilingue en espagnol. Donc forcément, c'est vraiment du pain béni pour l'entreprise qu'il a repris ensuite en apprentissage, en hôtellerie. Et forcément, avec le contact client, la barrière de la langue est tombée. Et ça, c'est vraiment du pain béni, hein. Je vous repose aussi la question qui a été posée tout à l'heure au sujet des BUT sur le suivi des étudiants. Comment ça se passe en BTS? Est-ce que vous les encadrez beaucoup ou pas forcément? Est-ce que les étudiants sont très encadrés en BTS? Ah oui, effectivement. Alors, ils sont extrêmement encadrés, beaucoup de suivi. Comme mon collègue, effectivement, on regarde énormément l'assiduité. Et faut pas oublier une chose, c'est que après le bac, quand vous êtes en BTS, en bachelor ou en BUT, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir une insertion professionnelle, d'être sur le marché du travail. Bien évidemment, l'encadrement n'est plus un encadrement scolaire classique, mais un encadrement professionnalisant. Dès le départ, dès que vous rentrez, en tout cas en ce qui nous concerne, dans notre établissement et qui plus est pour un BTS, qui est aussi un diplôme d'excellence, je le rappelle, eh bien, vous devez aussi faire en sorte d'avoir une attitude professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons plus de 1000 entreprises partenaires, donc il est évident que lorsque nous proposons des apprentis à nos entreprises partenaires, nous garantissons une attitude professionnelle. Ça veut dire quoi? L'assiduité dès le départ, arriver à l'heure. Nous avons également un uniforme imposé au sein de notre établissement qui est lié au code de notre secteur d'activité et bien sûr justifier vos absences. N'oublions pas qu'en BTS et notamment en apprentissage, surtout en apprentissage, vous êtes lié à un contrat d'apprentissage et donc vous êtes salarié et vous êtes rémunéré. Ça veut dire que lorsque vous êtes en cours, vous êtes rémunéré pour étudier. C'est génial ça. Vous êtes payé pour étudier. Et si vous avez une absence injustifiée ou un retard, vous avez mensuellement un rapport qui est envoyé en entreprise et avec suspension des heures d'absence sur votre salaire.
Donc forcément, oui, vous êtes hyper encadré. En BUT, c'est tout pareil, sauf qu'on n'a pas d'uniforme. Et pareil, pour les apprentis, quand on est malade, l'étudiant va connaître la petite feuille qu'on envoie à la Sécu, parce qu'il faut déclarer son arrêt maladie, parce que quand on est absent, retenu sur salaire, parce que le cours d'anglais, il est pas sympa, alors on le sèche, oui, mais retenu sur salaire. Donc quand on est apprenti, on passe du statut d'étudiant à statut de salarié. On est toujours étudiant, mais on est considéré aux yeux de l'État comme salarié. Donc tout ce qui est lié à la gestion des absences, etc., c'est exactement comme papa-maman. Et une question au fond. Justement, comme vous en parliez des congés, comment ça se passe pendant cette période BUT, IUT, tout ça comment se passent les vacances? Il y a des périodes de fermeture scolaire ou quoi? Bon. Je ne sais pas. Alors, les vacances, eh bien, vous avez bien compris, il y a deux statuts possibles lorsque vous êtes étudiant. Étudiant classique, donc là, c'est les vacances scolaires, et je laisserai mon collègue en parler, et étudiant apprenti. Et d'ailleurs, on ne parle plus d'étudiant, on parle d'apprenti. C'est deux statuts vraiment différents. Je le rappelle encore une fois, quand vous êtes apprenti, vous êtes lié à un contrat de travail. Donc, la législation qui s'impose, c'est la loi du travail. Vous devez acquérir vos congés payés en moyenne 2 jours et demi par mois jusqu'au 1er juin, au 1er juin de l'année qui suit. En règle générale, quand vous débutez en septembre en apprentissage, eh bien, vous avez 21 jours à prendre dès le mois de juin qui suit votre entrée en formation. Donc, c'est tout simple, comme chaque salarié finalement. Après, ça dépend des entreprises d'accueil. Il y a certains apprentis qui ont la chance d'intégrer des grands groupes hôteliers de restauration collective liés à la formation. Donc, on a certains apprentis qui ont des RTT, des semaines de congés supplémentaires, des primes dès la première année, voilà, comme un salarié. Voilà, exactement la même chose. Les apprentis, ils ont un statut ils doivent poser des congés pour pouvoir partir en congé. Alors, le principe de l'alternance, je rappelle, c'est qu'on est, par exemple, ça dépend des rythmes, mais 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. C'est un truc comme ça. Quand l'étudiant décide de poser ses congés, bien évidemment, il les pose sur les périodes entreprises. Il prend pas de congés pendant la période de cours, pardi. Je le dis parce que c'est déjà arrivé et c'est du n'importe quoi. Et ensuite, pour ce qui est des étudiants qui sont pas en apprentissage, on parle de formation initiale. Et il y a des vacances, mais un peu en mode universitaire. Donc il y a les 2 semaines de vacances annuelles, mais il y a qu'une seule semaine en octobre, par exemple. Il y aura 1 semaine en février, mais 2 semaines en avril. Voilà, c'est en fonction de. Mais les calendriers sont connus, on vous les donne à la rentrée. La chose la plus importante pour les étudiants. Je vais préciser une chose. Alors, la question des vacances est très généralement posée par les parents. Les jeunes, lorsqu'ils rentrent en apprentissage, eh bien, c'est pas du tout la question qui se pose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la reconnaissance des pairs professionnels et ils ne regrettent en aucun cas de ne plus avoir de vacances scolaires. Ce qui les anime, ce sont la reconnaissance des pairs, d'être considérés en tant que tels comme un vrai professionnel, et en plus ils sont rémunérés. Et la perspective de carrière et l'évolution de carrière des postes, même en apprentissage, c'est ce qui les motive au plus haut point, mais pas du tout la question des vacances. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de budget pour par exemple, une formation 3 ans BUT, une formation. Je sais que ça change en fonction des BTS, mais environ. Les BUT, Bachelor universitaire de technologie, sont des diplômes de la fonction publique. C'est du public. Donc, c'est les frais d'inscription universitaire pour les étudiants boursiers, c'est 0 €. Pour les étudiants non boursiers, ça doit être 140 €, auquel il faut rajouter ce qu'on appelle la CEVEC, la sécurité sociale étudiante, qui s'élève à 170 €. Pour les formations BUT qui sont rattachées à des IUT, donc je parle bien des bachelors universitaires de technologie, parce qu'il y a d'autres formations qui s'appellent des bachelors, mais qui sont des bachelors privés, qui appliquent leurs frais de scolarité, et tu pourras peut-être compléter après. Mais tout ce qui est institution publique, c'est des frais publics. Donc c'est au maximum 300 € si vous n'êtes pas boursier, et presque 0 € si vous êtes boursier. Okay. Alors nous avons des formations, vous l'avez bien compris, en alternance, et forcément les études sont gratuites. Les études sont prises en charge grâce au contrat d'apprentissage et payées. Alors je ne vais pas vous faire le circuit économique et du financement de la formation. En tout cas, c'est payé par les entreprises. À partir du moment où vous avez un contrat d'apprentissage, c'est payé, les études sont prises en charge. Vous avez uniquement comme frais
bon, vous l'avez bien compris, le port de l'uniforme. Mais il y a aussi des aides de l'État et de la région qui viennent réduire la facture. Alors c'est pas énorme, hein, c'est aux alentours de, faut compter de 500 €, mais vous avez des aides de l'État et de la région qui réduisent de moitié la facture. Mais sinon, les études sont gratuites. En revanche, nous avons un bachelor qui n'est pas encore ouvert à l'apprentissage, mais qui a l'avantage d'être, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sur une mobilité internationale dès la dernière année, à la dernière année, sur une année complète à l'étranger. Et là, par contre, là, c'est un bachelor qui est payant. Vous avez on a des partenariats également avec des organismes bancaires qui permettent de financer ce bachelor et de pouvoir justement poursuivre en ce sens dans les études. Peut-être un mot sur le budget des BTS qui ne sont pas en alternance. Combien ça coûte à ce moment-là ? Alors, nous avons que des BTS en alternance. Nous, c'est que des BTS en alternance. Donc, toutes les études en BTS sont gratuites. La seule formation qui n'est pas actuellement en alternance, c'est le bachelor. Mais selon toutes nos formations, nous avons plus de 30 formations diplômantes, sont prises en charge grâce au système du contrat d'apprentissage. Bonjour, je voudrais savoir pour une étudiante qui sortirait avec un bac général, comment est-ce qu'elle peut faire pour bonifier son dossier afin d'aller dans un BUT ? La question, c'est comment valoriser le dossier avec un bac général. Oh, elle est vaste cette question. Déjà, il faut avoir des bonnes notes. Alors, très, très simplement, hein, quand on est de l'autre côté de Parcoursup, on récupère un grand fichier Excel avec plein de données. Donc, il y a des notes. Donc, forcément, alors... de mon côté, comme j'ai plein de super pouvoirs en maths, j'écris un petit programme qui me fait des calculs, je calcule des moyennes. Par exemple, si vous voulez faire un BUT en sciences et que vous n'avez pas pris l'option maths ou que vous avez 7 en maths, c'est compliqué. Si vous êtes un peu plus au-dessus de la moyenne de la classe, enfin, c'est des choses qui valorisent. Les appréciations des enseignants, c'est aussi quelque chose de très important. J'ai mon petit programme qui va aller regarder les appréciations des mots comme bavardage, insolence, absentéisme, next. On sélectionne, donc je sélectionne comme je veux. J'ai pas envie d'avoir de cassos dans mon groupe, donc je prends que des gens qui je sais qu'ils vont être mobilisés. Et un autre critère important de sélection personnelle, c'est quand je vois l'étudiant aux journées portes ouvertes. Parce qu'en général, quand les étudiants viennent aux journées portes ouvertes, on récupère... Parcoursup est anonyme. Donc si vous me dites « Salut, je m'appelle Benoît », c'est pas grave, je peux rien faire de cette information. « Salut, je m'appelle Benoît et mon numéro Parcoursup, c'est le 12 24 74 62 ». En général, vous verrez, dans toutes les portes ouvertes, on vous fait remplir une fiche avec votre numéro d'étudiant. Et ça montre la motivation. Le critère principal pour vous, étudiants, et chers parents, c'est ce que vous devez dire aussi à vos enfants, vous allez arrêter le lycée. Le collège, le lycée, on suit le chemin. Quand vous rentrez dans l'univers du supérieur, ce qu'on s'intéresse, je m'en fiche je suis content d'avoir des étudiants qui ont des bonnes notes, mais mon critère à moi, numéro 1, c'est un étudiant qui est motivé. La motivation, c'est le critère numéro 1. Donc, c'est pour ça que le conseil que je donne en général aux étudiants, aux élèves que je vois et qui se demandent s'ils veulent faire, est-ce que je vais faire de la data science, est-ce que je vais faire du droit, est-ce que je vais faire du réseau, je dis, est-ce que tu as envie de faire ? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Est-ce que tu as envie ? Si vous avez envie et que vous montrez que vous êtes motivé, dans la lettre de motivation, parce que dans Parcoursup, il faudra la remplir, si vous montrez que vous êtes motivé en venant aux journées portes ouvertes, il y a certains IUT, par exemple chez nous à Villetaneuse, on organise ce qu'on appelle des demi-journées d'immersion. Donc, c'est-à-dire, quand vous viendrez aux journées portes ouvertes, vous pourrez vous inscrire pour faire des demi-journées d'immersion. Vous venez une demi-journée dans un cours, vous mettez dans le fond, puis vous suivez pour voir si ça se passe, etc. Voilà, ça montre la motivation. Donc, vous pouvez ne pas avoir des notes excellentes, c'est pas grave, au contraire. Moi, en tant que prof de maths, je préfère un étudiant qui galère, que je vais pouvoir raconter des trucs, plutôt qu'un étudiant qui va corriger mes fautes de calcul. Mon Dieu, quelle horreur. Donc, la motivation, c'est le critère numéro 1. Et c'est pour ça que le conseil que je donne souvent, c'est aux étudiants, c'est choisissez la formation, le métier que vous avez envie de faire. Les IUT, vous avez une quarantaine d'IUT qui sont cachés partout en Île-de-France. Vous avez une quarantaine de formations qui sont proposées. Choisissez la formation qui vous plaît, celle qui va vous motiver à vous lever à 7h du matin et à rentrer à 18h, à travailler tout votre samedi sur un projet parce qu'il faudra le rendre le dimanche à 23h59. Choisissez une formation qui vous motive. C'est le critère numéro 1. Je le redis encore une fois, choisissez la formation qui vous motive. Tous ensemble, choisissons la formation qui nous... Ouais, super. Ouais, alors là, je suis très content.